En 2017, Balenciaga sort des sneakers que t'aurais même pas osé donner à Emmaüs tellement elles sont pourries. En 2023, Crocs fait 3,9 milliards de chiffre d'affaires, 4 milliards pour des chaussures trouées, là aussi, et que tout le monde trouve moche. La Twingo est le modèle le plus moche des années 90 par plein de magazines auto, et aujourd'hui une icône culte qui fait grimper la cote des anciens modèles. Au vu de toutes ces données, j'ai eu envie de me demander si notre cerveau était vraiment câblé sur l'esthétique, comme on aimait le dire. Et si oui, pourquoi les produits moches cartonnent autant? Est-ce qu'on a tous pété un câble collectivement, ou est-ce qu'il y a une vraie raison à ça? Aujourd'hui, on va parler de l'anti-design qui défie toutes les règles du marketing. Psst, hey, c'est la meuf de la com. Des fois, je me balade dans la rue et je vois des choses qui sont moches, vraiment. Et j'avoue que quelque part, ça me fait réfléchir à mon droit à dire que quelque chose est moche et au fait que ce qui est moche pour moi est pas forcément moche pour toi. Mais du coup, ça tourne en rond, c'est moche pour moi mais pas pour toi, du coup tu l'achètes et pas moi. Bon, ok. Mais si on essaye d'aller un peu plus loin, d'où est-ce qu'on tire ces espèces de règles générales sur l'esthétique? Pourquoi un coucher de soleil c'est beau pour l'immense majorité des gens et pourquoi les ballerines font autant débat? Avant de comprendre pourquoi le moche marche, faut déjà qu'on se mette d'accord sur ce qu'est le moche. Parce que le truc c'est que, par définition, le beau et le moche, c'est fondamentalement subjectif. Et c'est pas que moi qui le dis, c'est aussi des philosophes qui ont défini ce qu'était l'esthétisme au fil des siècles. David Hume, par exemple, je crois que ça se prononce comme ça, mais mes cours d'art sont un petit peu lointains, alors vous me passerez les détails, a écrit au XVIIIe siècle, en 1757, dans Of the Standard of Taste, donc en français de la norme du goût, que la beauté n'est pas une qualité inhérente aux choses elles-mêmes, elle existe seulement dans l'esprit qui les contemple. En gros, un objet qui vient d'être créé n'est jamais beau ou moche. C'est celui qui le voit qui décide s'il est beau ou moche. Donc, la beauté n'est jamais une fonction, c'est pas intrinsèque, c'est un état. Parce qu'en fait, il y a des mécanismes cognitifs et universels qui influencent notre perception du beau. Une étude de 2004 publiée dans Neurosciences par le professeur Zeki de l'Université de Londres a montré qu'observer quelque chose qu'on juge beau active une certaine partie de notre cerveau, et cette zone, c'est celle qui est associée au plaisir et à la récompense. C'est chimique. Et donc dans cette étude, on voit aussi que la perception du beau, elle est influencée par trois grandes choses. Premièrement, la symétrie. C'est câblé dans notre cerveau depuis l'évolution. Ce qui est symétrique est synonyme plutôt de bonne santé, de génétique de qualité. La familiarité, on a tendance à aimer et à trouver beau ce qu'on connaît déjà. C'est aussi un principe psychologique qu'on appelle l'effet de simple exposition. Et le contexte culturel, et c'est là qu'on arrive au nœud du problème. Nos standards esthétiques sont directement façonnés par notre culture, notre époque et notre environnement social. Et on le voit par exemple quand on pense aux années 20, ce qui était beau dans les années 20, donc les sourcils ultra fins, les physiques très androgynes, etc. C'est pas du tout les standards de beauté des années 50, par exemple, avec les courbes plutôt pulpeuses à la Marilyn Monroe. Les Crocs, c'était moche en 2002 et ça revient et tout le monde les kiffe en 2025. On voit qu'il y a des différences même en 20 ans. Alors, quand on sait que le moche et le beau, c'est une espèce d'alliage entre biologie, environnement social et psycho, ça veut dire que faire du beau, c'est facile, c'est faisable, c'est prévisible et c'est prédictible, notamment pour les marques. On peut faire du beau facilement en s'assurant de séduire les masses. Globalement, il faut faire quelque chose qui soit familier, donc on ait l'habitude déjà de consommer, il faut faire quelque chose de symétrique, il faut faire quelque chose qui soit adapté à la culture de l'acheteur qui, on l'espère, va acheter le produit. Alors d'où vient cette fucking tendance à vouloir nous faire bouffer du moche? Pour comprendre, il faut qu'on remonte aux années 60. On est en 66, à Florence en Italie, il y a un groupe de designers et d'architectes italiens qui en ont marre du bel design, qui est moderniste, minimaliste, fonctionnel. C'est le design qui dit la forme suit la fonction. Ce design où tout doit être épuré, maîtrisé, lissé, etc. Ces designers-là, ils veulent briser les codes. Et en 1981, ils vont créer le Memphis. Donc le Memphis Design, c'est l'antithèse du bon goût. Voilà, des couleurs criardes, des motifs qui choquent, des formes qui ont aucun sens pratique, du plastique laminate, mais alors partout. C'est volontairement kitsch et c'est volontairement provocateur en fait. Un des cofondateurs disait qu'il voulait faire peur aux gens, donc il y avait déjà cette notion de surprendre, de faire parler, de putaclic un peu avant l'heure quoi. Mais pourquoi besoin de mettre un mot là-dessus? Juste ils sortent une gamme qui sort de l'ordinaire et puis voilà. Non, là ils ont, eux aussi, parce que c'est pas les seuls à l'avoir fait très clairement, décidé de mettre un nom là-dessus. Pourquoi? Alors déjà quel nom? On a l'anti-design, l'ugly design, on va avoir le design brutal. Il y a beaucoup de spécificités mais c'est globalement enrobé dans la même pomme. C'est globalement contenu un peu dans la même patate, quoi.
Très métaphore l'écume, mais... Simplement, on met un nom sur quelque chose parce que nommer, c'est légitimer. À partir du moment où tu nommes quelque chose, tu passes de quelque chose de potentiellement raté à quelque chose de complètement assumé. Tu passes de erreur à mouvement. Le Memphis a fait ça pour le kitsch, on a le brutalisme qui a fait ça pour le béton dans l'architecture, l'anti-design le fait pour tout ce qui est un peu... qui va vouloir contrer les dictats de l'esthétisme et de la société moderne qui aime, globalement, je la fais courte, la déco très scandinave, très bien pensée, etc. En tout cas, cette société qui a besoin de nommer les choses pour les rendre manifestes, bah ça permet aux marques de jouer avec les codes. De quelque chose de moche qui aurait pu être raté, on passe à quelque chose de désirable parce que fait pour transcender et transgresser les codes. Parce que avoir des trucs volontairement moches, qu'on le veuille ou pas, ça raconte des trucs sur nous. Et ce que ça dit de toi dépend aussi de à quel moche appartient ton objet. Je m'explique, parce que tous les moches ne se valent pas non plus. Il y a des strates. Donc on a le moche fonctionnel. Les Crocs, par exemple, vous emmerdez pas, celle-là on va leur taper dessus jusqu'à la fin de la vidéo, hein. C'est pour moi. Donc les Crocs, c'est moche certes, mais c'est confortable, c'est pratique à laver et donc finalement c'est fonctionnel. On a le moche ironique. Là, l'exemple phare, ce serait le sac Lidl. C'est moche, justement, c'est pour ça que c'est un peu drôle et un peu cool. Ça va venir montrer ton autodérision et ton je me prends pas au sérieux. Et d'ailleurs, pour une certaine partie de ces acheteurs-là, de ce moche ironique, c'est aussi une façon de se protéger. Du style, t'emmerde pas, je rigole déjà tellement de moi-même, ne le fais pas, tu vois. On va avoir le moche nostalgique aussi. Là, on pourrait prendre l'exemple de la Twingo. La Twingo, pour le coup, elle était moche à l'époque où elle est sortie. Mais maintenant, comme c'était un peu la voiture des parents, bah, c'est un peu la voiture de notre enfance. Il y a un peu quelque chose de, ouais, elle est moche, mais bon, ça fait appel à des souvenirs un peu innocents, un peu frais, un peu sympa, de départ en vacances, etc. Donc là, finalement, ça active cette zone-là de la nostalgie, quoi. On pourrait le rapprocher un petit peu des téléphones à clapet aussi, pour ceux qui l'ont connu, plus vieux d'entre nous. Les téléphones à clapet, on va pas se raconter que c'était plus pratique que les iPhones qu'on a aujourd'hui, mais il n'empêche que quand tu les vois, ça fait un truc. C'est une époque. Ça fait quelque chose. On pourrait citer les VHS, le Minitel, enfin, voilà. Vieille personne représente. On a aussi le moche qui va être disruptif. Lui, il est sneaky. Par exemple, on va avoir justement les sneakers Balenciaga Triple S. Bon bah là, c'est volontairement disproportionné, massif, bariolé pour choquer et pour se démarquer. Là déjà, premièrement, on est sur du regarde, je peux me payer ça. Et après, la deuxième couche du millefeuille, c'est j'ai tellement confiance en moi que je peux me permettre de porter ça. Donc là, c'est full représentation sociale sur de la représentation sociale avec une petite couche de représentation sociale pour le fun. Encore une fois, il y a forcément une part des acheteurs qui apprécient vraiment l'exercice de la marque. Mais si on doit parler que des cas particuliers, on ne parle pas. Voilà, ne me sautez pas à la gorge. Bon, maintenant qu'on a compris ce qu'était le moche et les différents types de moche, il est temps de décortiquer 3 marques qui ont réellement construit un empire autour du moche. Lidl, l'art de vendre du second degré. 2020, Lidl Italy sort une collection de vêtements et accessoires aux couleurs de la marque, bleu, jaune, rouge et le logo partout. C'est une forme de métamode, de mode postmoderne. Tu te moques de la mode en participant à la mode. Résultat, rupture de stock en quelques heures, quelques jours, et les produits se revendent 10 fois, 20 fois plus cher sur eBay, sur Vinted. Ça pète les scores. Cela dit, Lidl travaille ultra bien ces ruptures de stock. Si on va regarder un petit peu du côté du bricolage ou de l'électroménager, je pense à Parkside par exemple, ou à ce robot qui vendait il y a quelques années, pour le coup, leur entrée de stock est ultra bien pensée. Ça permet de satisfaire suffisamment de gens pour qu'ils aient envie de revenir, pour être rentable aussi, hein, bien évidemment, mais d'en frustrer suffisamment aussi pour créer une sorte de stratégie de rareté, un peu comme le luxe, alors qu'on est sur un supermarché cheap et discount quand même. Le principe, c'est plus c'est rare, plus t'as envie de l'avoir. Genre les shiny et les bijoux du Louvre, même combat. Crocs, le triomphe du confort. Je te hais. Bon les gars, est-ce qu'on va y aller? On va y aller? Bah oui, bah bien sûr qu'on va y aller. Jusqu'à la fin de la vidéo, je les défonce. En 2002, elles sont créées comme chaussures de bateau, donc elles se veulent purement fonctionnelles. Elles sont évidemment rapidement moquées comme les chaussures les plus moches. On va pas se le cacher, ça date, hein, les boutades sur les Crocs. Et ça date, mais ça dure, parce que le Time Magazine les classe dans les 50 pires inventions en 2010. Donc en 2010, elles sont toujours dans le game, hein. Et oui, elles sont toujours dans le game, parce qu'aujourd'hui, elles sont toujours dans le game, vu qu'elles font 3,9 milliards de CA. En 2023, on se le rappelle, une croissance de Plus 200%. par rapport à 2020. Vraiment. Je suis à la fois pantoise, un peu déçue, mais aussi hyper admirative, parce que si je suis honnête, c'est un pur coup de com'. Ils ont juste transformé leur faiblesse en force. Ils sont passés de « on est fonctionnel et un peu moche » à « on est un peu moche parce qu'on est fonctionnel ». On veut pas être beau, on veut fonctionner. Et ça change tout. Ça légitime tout. Même ça.
D'ailleurs, en 2017, ils arrivent carrément avec le slogan « Come as you are », genre « Viens comme tu es ». T'emmerdes pas avec l'apparat, nous on est sur du fonctionnel et nos chaussures t'acceptent comme tu es parce que t'as vu la gueule qu'elles ont. Bon bref. Et à force, ils vont même taper dans un phénomène qu'on pourrait nommer le « So ugly it's cute ». Genre c'est tellement moche que ça en devient mignon. Les éthologistes appellent ça le baby schéma. C'est une sorte de réponse évolutionnaire qui fait que tu vois un peu de fragilité dans l'inesthétique et du coup ça déclenche une espèce d'envie, voire de besoin irrépressible de protéger ce truc-là. Un instinct de protection. Et comme on disait au début de la vidéo, l'esthétique avec la symétrie, etc. va plutôt dégager une idée de bonne santé, etc. Et à l'inverse, quelque chose d'inesthétique va plutôt déclencher justement cette réponse un peu de fragilité en fait. Les Crocs avec leurs gros trous, les proportions un peu massives, le nez un petit peu comme ça bossu, ça va déclencher la même réponse. Elles sont tellement moches qu'elles vont devenir mignonnes. Du genre, oh... Twingo, la grenouille qui valait des millions. Et enfin, la dernière de mes chouchous du jour, tu l'as compris, la Twingo. J'ai envie qu'on en parle, parce que déjà j'aurais pu te choisir la Fiat Multipla, mais sincèrement, je crois que j'ai trop peu de respect pour elle. Cette bagnole, elle déclenche chez moi une espèce de vague de haine, pour une raison que j'ignore. Hein. Et je vais pas arriver à faker le ugly but cute là, si tu veux, avec la Multipla. Donc on va la laisser bien de côté, et on va plutôt parler de la Twingo. 1992, Renault lance la Twingo, une petite citadine aux proportions étranges, avec une petite pareidolie un peu sympa, un sourire béat en guise de face avant et des phares ronds qui la font un peu ressembler à une grosse grenouille. Les critiques auto sont mitigées, le magazine Auto Plus la décrit comme une voiture pour jeunes filles et retraitées. Bon. Alors celle-là, je sais pas sur quel coin de la gueule il faut la prendre, mais je laisse chacun libre de toute vexation, hein. En tout cas, la bagnole de jeunes filles et de vieux gars, elle se vend quand même à 2,6 milliards sur 4 générations. Donc c'est pas dégueu, quoi. Aujourd'hui, d'ailleurs, je crois que la Twingo 1, elle est carrément devenue collection. Arrêtez-moi si je me trompe pour les plus connaisseurs. Elle devient collection et puis bientôt, ce sera celle d'après, etc. Pour toute une génération, des années plutôt 80-90, la Twingo, c'est un peu la voiture des parents. Donc c'est celle avec laquelle on est parti en voyage, on a fait des vacances. Et d'ailleurs, on se rend compte que la nostalgie a des effets hyper positifs sur le psycho. Ça va augmenter l'estime de soi, ça renforce le sentiment d'appartenance sociale, et quelque part, en fait, ça donne du sens à notre vie. Quand on est dans un mood un peu nostalgique, on se rend compte du temps qui est passé, on le contemple, on regarde un peu le temps qui reste potentiellement à passer, ce qu'on va en faire, ça donne un sens. Quand on regarde une vieille Twingo, on voit plus une vieille voiture moche, on voit un peu notre enfance, on voit des moments sympas, un monde qu'on regrette avec insouciance, innocence. Ça fait un peu le même effet que sur certains éléments de petit électroménager. Par exemple, cette espèce de râpe là qu'il fallait tourner pour râper le fromage. Est-ce que certains se rappellent de ça? Très peu pratique, t'en fous partout. Faut des morceaux un peu gros, sinon ça marche pas. T'as une perte incroyable parce que le fromage reste coincé. Bon disons que la râpe électrique c'est quand même mieux. Mais je peux pas t'expliquer pourquoi, perso, cet objet-là me fait un truc dans le ventre. Ça déclenche cette réponse-là. C'est là que le moche va devenir beau, non pas par ses qualités esthétiques, mais par le prisme du souvenir. Je crois que c'est un petit peu la même mécanique pour les gens qui adorent le rétro gaming. Il y a quelque chose de, oui, objectivement, il y a 4 pixels versus Zelda ou Red Dead qui est ultra beau, ultra bien fait, etc. Oui, mais il y a un cachet qui n'est pas reproductible et qui fait que pour certains, cette esthétique-là est beaucoup plus belle que celle d'aujourd'hui qui, factuellement, répond plus aux standards de beauté d'aujourd'hui. Bon, tout ça c'est bien, mais il y a un élément sur lequel je voudrais vraiment revenir parce qu'on est passé un peu rapidement. Ce qu'on porte, ce qu'on achète, ce qu'on affiche, c'est un message social. Et d'ailleurs, c'est révélateur de la position que choisit la masse sur la société telle qu'elle est et telle qu'elle risque d'être aussi dans les prochaines années. C'est Pierre Bourdieu, pour ceux qui le connaissent pas, qui est un sociologue qui a passé sa vie à étudier comment nos goûts en matière de vêtements, d'art, etc. sont en fait des marqueurs de classe sociale. Il a écrit un livre notamment qui s'appelle La Distinction, dans lequel il montre que nos préférences esthétiques sont tout sauf naturelles. Elles sont socialement construites pour nous positionner dans la hiérarchie sociale. Traditionnellement, porter du beau, donc plutôt des marques de luxe, des vêtements bien coupés, etc., c'était montrer notre capital économique et culturel. Mais aujourd'hui, porter du moche, c'est montrer un autre type de capital qu'on a nommé. Je le rappelle, quand on ne le nomme pas, ça peut passer pour une erreur, mais dès qu'on le nomme, ça passe pour quelque chose qui est choisi et assumé. Donc ça vient augmenter ce qu'on appelle le capital subculturel. C'est dire, je suis tellement cool, je suis tellement dans le game,
fun, que je peux me permettre de détourner les codes. Je suis pas esclave des tendances, c'est moi qui les crée. Sous-entendu, suivez-moi, acceptez-moi, etc. Représentation sociale encore. Et c'est avec ça qu'on arrive à peu près au summum du paradoxe. Les marques de luxe qui vendent du moche, mais à prix d'or. Évidemment, c'est des marques de luxe. Les Balenciaga triple S à 850 €, je crois. Le vêtement DHL et Vêtements à 300 balles. Les Tabi Boots de Margiela, je peux Vomir. à 1200 balles. Ces marques vendent du moche, mais c'est un moche codé. C'est un moche qui dit « j'ai les moyens de dépenser 850 balles dans des choses que je sais moches parce que je comprends la référence culturelle et le second degré ». C'est aussi ce qu'on appelle le knowing bad taste. C'est un peu le mauvais goût conscient. Tu montres que t'es du bon côté de la vanne, même si, on est d'accord, 850 balles la vanne, ça fait cher haut. En vrai, pour être vraiment honnête, je suis très partagée sur cette mouvance du moche. J'avoue que j'aime bien ce que ça raconte. On en a marre de l'esthétique et des dictates de l'esthétique. Il y a un truc un peu démocratique, un peu punk. C'est un gros doigt au bon goût et surtout au bon goût imposé. Et ça, je trouve que c'est plaisant. Si des millions de personnes achètent du moche, c'est peut-être aussi parce que le beau, c'est devenu un peu boring. C'est devenu un peu même épuisant. C'est fatigant, en fait. Épuisant d'être toujours parfait sur Instagram, de vivre dans des maisons témoins Ikea, de porter des vêtements qui compris mais dans lesquels on n'est pas bien, des chaussures dans lesquelles on a mal aux pieds, vivre dans des espaces qui sont certes beaux sur le plan esthétique mais froids et qui dégagent pas de personnalité. Le moche, en fait, c'est peut-être juste un peu de repos sur toutes ces injonctions-là. C'est le droit aussi de pas être à la hauteur tout le temps. C'est le droit de se présenter en public sans avoir vraiment travaillé notre apparence. Et d'ailleurs, sans que ce soit ni grave ni un motif de jugement. Et finalement, en fait, le vrai luxe en 2025, c'est peut-être ça. C'est de pouvoir se permettre d'être imparfait, consciemment. Et d'un autre côté, c'est encore un bon gros doigt, mais cette fois dans le cul des consommateurs, qui se retrouvent encore à acheter un truc à un prix fou, mais qui en plus est ouvertement affreux. Enfin, je veux dire, c'est hyper absurde en fait comme concept. Si j'arrive et que je te dis, tiens, achète ce stylo, il est affreux, il gomme mal, et en plus la mine est dégueulasse pour écrire, elle se casse tout le temps, mais achète-le 1500 balles. Tu vas m'envoyer un gros tose. C'est absurde. Et ça me fait penser que, sincèrement, si le diable existe, à mon avis, il prend de sales notes sur le comportement des marketeurs parce qu'il a de quoi apprendre, le gars. I just want me to find it. I just want me to find